Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 22h, prise en charge des patients du Covid-19. Le système a été monopolisé par le public alors que le privé représente 40% des activités médicales. Le médecin-chef de Souma Assistance alerte. Parmi les personnes en quarantaine dans les hôtels sans personnel médical, il y a des malades d'autres pathologies qui devraient être suivis. À Sédhiou, la présence de citoyens de retour clandestin à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziguinchor est régulièrement signalée. Le cas du marabout prêcheur testé positif soulève beaucoup de questions avec ses déplacements entre 4 communes sans autorisation spéciale. Au marché Dior des Parcelles Assainies, l'accès reste interdit à toute personne qui ne porte pas le masque. Pour le respect strict des gestes barrières, des agents municipaux veillent au grain sans complaisance. Le contradictoire et Info Santé complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sidsoir. Marie-Rosalie Ndiaye. Multiplication des cas de Covid-19 au Sénégal. La prise en charge des malades nécessite que le secteur privé soit impliqué, secteur qui représente 40% des activités médicales. Sentiment du médecin-chef de Souma Assistance, Dr Babacar Niang, informe que des discussions sont en cours avec le centre d'alerte. Il répond à Rapsa Elimanouane. Bon, nous, depuis le début, on s'est préparé. Malheureusement, on a vu que tout le système a été monopolisé par le public, alors que le privé quand même représente 40% des activités médicales du pays. Donc en médecine d'urgence, le transport médicalisé, on a été les premiers à le mettre en place, 10 ans avant même le SAMU. Je peux vous dire que la moitié du personnel du SAMU vient de Souma Assistance, donc vous voyez quand même, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et apparemment, ils pensaient que le travail ne va pas être aussi important que ça. Bon, maintenant, on est en pleine discussion avec le centre d'alerte pour se rendre compte quand même que le privé, tant au niveau des cliniques qu'au niveau des transports, pourrait apporter sa part dans la lutte contre le Covid-19. Et on a donc 3 monopoles qui sont apparus, mais vraiment de façon flagrante. Le transport est exclusivement donné à Souma Assistance. Les tests contre le corona aussi, vous avez vu, on est dans la même situation que les labos, où il y a eu un monopole de Pasteur un moment. Et ce n'est qu'après que le professeur Mbouba a pu faire rentrer son service à la demande même de la population. Donc on est dans la même logique. Vous voyez, prendre un hôtel et aller mettre les gens dans un hôtel alors qu'il n'y a pas un personnel médical. Les gens disent qu'on ne ménage pas leur chambre, on ne leur donne pas à manger. On vient même d'inventer un robot qui doit rentrer dans les chambres pour prendre les températures. Donc vous voyez, donc cette partie de soins des gens qui ont aussi leur maladie, parce que n'oubliez pas que les gens qui viennent même en quarantaine ont déjà des maladies. Donc quand ils sont mis en quarantaine dans un hôtel isolé, comme la Grosse, qu'il risque même des problèmes respiratoires dans la maladie de la Covid-19 qui peut arriver à tout moment, sans compter que les gens arrivent avec leur maladie. On peut avoir des diabétiques, des gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens hypertendus. Et ça, c'est pas des serveurs d'hôtel qui peuvent le régler. Donc vous voyez, c'est que la demande est en train de bouillonner et je pense que la réflexion arrive un peu tard, mais elle est déjà là et je pense que sous peu, il va y avoir des réunions pour qu'on voit comment prendre en charge cette pandémie. Pandémie qui est mondiale ne peut pas être prise par un seul groupe de soignants. À Sédhiou, la psychose gagne la population suite à l'apparition du premier cas positif au coronavirus. Une centaine de personnes placées en quarantaine, y compris les proches immédiats du malade, le personnel de santé de Oudoukar et les agents d'une nouvelle radio implantée à Sédhiou. Par ailleurs, la forte mobilité des autorités à l'intérieur du pays, souvent sollicitée par les citoyens pour rentrer au bercail, constitue une entrave majeure dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région Moussa Dramé. Cette apparition du premier cas testé positif au coronavirus à Mankonomba suscite des réactions multiformes dans la région de Sédhiou. Si les gens se posent des questions sur les manœuvres que cet individu a faites pour quitter Louga et rallier son village, d'autres s'inquiètent du nombre de cas contacts qu'il a créés durant son séjour. Les premiers éléments de l'interrogatoire renseignent qu'il a dû sectionner son parcours à partir de Louga et par des chemins tortueux jusqu'à son village où il a séjourné au moins 2 semaines, renseigne une source généralement bien informée. L'homme est un marabout prêcheur qui a même animé des émissions religieuses sur une radio de la place nouvellement implanté dans la commune de Sédhiou. Il est détenteur d'une moto qu'il utilise pour ses déplacements de Mankonomba à Sédhiou. L'autre question est de savoir comment fait-il pour se déplacer entre ces 4 différentes communes et sans autorisation spéciale alors que la circulation interurbaine demeure prohibée. À titre de mesure conservatoire, 70 personnes de son entourage immédiat de Mankonomba sont mises en quarantaine, de même que tout le personnel du poste de santé de Oudoukar et une vingtaine de prestataires de la radio qu'il a fréquenté. Quant au malade en question, il est envoyé au centre de traitement de Kolda, mais
déjà, des voix s'élèvent aussi pour réclamer une unité de traitement à Sédhiou en prévision de toute éventualité. Par ailleurs, des présences de citoyens de retour clandestins à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziguinchor sont régulièrement signalés à Sédhiou, d'où le renforcement du dispositif de veille sentinelle. Nombreux sont également ceux qui profitent de la mobilité des autorités de la région à l'intérieur du pays pour appliquer sur Sédhiou en provenance des villes contaminées, a-t-on également appris de sources bien informées. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Covid-19 à Mbour et Tivaouane où la pandémie prend de l'ampleur avec les cas communautaires signalés. Le médecin-chef de la région médicale indexe les commerçants. L'autorité leur demande de rester sur place pour ne pas braver l'interdiction. Babacar Sow. Covid-19, sur la situation de la pandémie à Mbour, le phénomène prend de l'ampleur. Une localité où il a été récemment signalé 3 cas communautaires. Une situation inquiétante qui met la petite côte dans un état de psychose totale. Ce sont les commerçants qui bravent l'interdit malgré l'état d'urgence et le couvre-feu en transportant le virus. Même situation à Tivaouane où les personnes qui ont été en contact attendent toujours d'être édifiées sur leur sort. Docteur Malik Ndiaye, médecin-chef de région à Thiès. À Mbour, c'est la même situation. Nous avons 3 cas communautaires, donc qui sont des Tivaouane. Comme on l'a dit, c'est des commerçants, comme il a dit, qui ont bravé la situation du couvre-feu, qui sont rendus à Mbour. Et devant, lorsqu'ils ont présenté des signes, le district sanitaire de Mbour a jugé utile de les prélever. Ils sont revenus positifs les 3. Mais on a prélevé, c'était une 50aine de contacts. À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas encore de résultats après ces 3 qui ont été, de résultats positifs, donc après les 3 qui ont été confirmés. Occasion saisie par le médecin-chef de région de Thiès, Malik Ndiaye, pour apporter des précisions sur le système de prélèvement concernant la maladie du coronavirus. Quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire, docteur Malik Ndiaye? Dafa am définition de cas. C'est parce que nit ki dafa jóge Mbour par force ñu dañ koy prélever. Normalement sax kenn waratul jóge benn dëkk di dem. Mais nag am na ñoo xam ne dañuy braver interdiction def leen nag. Mais nañu bàyyi nit jóge na fii rek dem ñi kaay nit jóge na ci dëkk bi ñëw na fa paay prélever ko. Danañ ñëw xool parce que quelquefois aussi am na ñoo xam ne dañuy attaqué ñu ne leen ñu ay docteur lañu ñun faj moo ñu tax a jóg. Képp koo xam ne dañoo war a jóg seete ko rek xam ne dañ ko war a jóg seet. Ñun demuñu fenn loolu rek la ñuy def du matin au soir. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Le département de Diourbel n'a pas enregistré de cas positifs au Covid-19. Des mesures ont été prises. Le préfet Ibrahima Fall qui a donné le coup d'envoi des opérations de distribution de denrées alimentaires d'une valeur de plus de 2 millions destinées aux personnes vulnérables non prises en compte par l'aide alimentaire d'urgence évoque des difficultés dans l'application des mesures. Il s'agit de rassemblements dans les quartiers et du transport clandestin interurbain. Ces propos sont recueillis par Adam Ndiaye. Mais alors nous parlons de tout de voir, nous n'avons pas encore de cas positifs dans le département de Diourbel. Certes, nous avons eu à prendre des mesures préventives que nous suivons, mais vous savez, donc l'application parfois pose des difficultés avec quand même le comportement de certaines personnes, notamment les rassemblements que nous avons eu à noter parfois dans certains quartiers, venant des jeunes. Au niveau de Cambousouf, on nous le signale, mais parfois la police également fait des descentes pour interdire. Mais pour moi, on ne devait pas même interdire, c'était revenir aux populations d'avoir un comportement citoyen. Parce que si on les interdit des rassemblements, c'est pour les protéger davantage. Et là, quand même, c'était au début, mais nous constatons quand même notre amélioration par rapport à ces rassemblements-là. Et l'autre également, c'est par rapport au transport interurbain, et qui nous a même poussé, encore une fois, à interdire donc, tout ce qui est transport à bord moto Jakarta. Et nous constatons quand même qu'il y avait des personnes qui s'adonnaient à ce transport clandestin. Ne serait-ce que pas plus tard hier, nous avons eu à immobiliser un véhicule qui le faisait, la navette entre Touba et Diourbel. Et dès que nous avons eu à recevoir cette information, nous l'avons transféré aux forces de sécurité et de défense. Et la brigade de Ndoulo a eu à l'immobiliser hier. Donc c'est un véhicule qui quittait Diourbel pour aller à Touba. Sous prétexte qu'il transportait des marchandises, mais en retour, il ramenait des gars de Touba. Et là, je pense que donc, le véhicule est immobilisé au niveau de la brigade de Ndoulo et qu'il ne lui sera remis qu'après la fin de la pandémie. Donc nous luttons quand même contre ce transport interurbain clandestin. Et là, encore une fois, c'est un appel que nous lançons aux populations de Diourbel, notamment donc, les conducteurs de moto Jakarta, mais également les chauffeurs, pour qu'ils cessent quand même cette pratique qui pourrait quand même nous amener des cas communautaires au niveau du département de Diourbel. De nouvelles mesures sont prises au marché Dior des Parcelles Assainies. Le port du masque est obligatoire aussi bien pour les commerçants que pour les visiteurs. Des agents de la mairie sont sur place pour veiller au respect des règles édictées. Les récalcitrants sont interdits d'accès. Le constat avec Birama Ndiaye. Les commerçants étant les plus touchés par la transmission communautaire du Covid-19 au marché Dior des Parcelles Assainies, ces derniers en sont bien conscients. C'est pourquoi la nouvelle conduite à tenir entre eux et les clients consiste au respect des mesures
mesures édictées par les autorités sanitaires, nous dit ces commerçants. Je m'appelle Habib Niang et je suis commerçant au marché Dior. Et il y a beaucoup de commerçants parmi ces cas communautaires. Nous portons nos masques, nous utilisons les gels hydroalcooliques, mais aussi nous demandons aux clients de respecter les distances physiques. Nos délégués aussi nous sensibilisent et sensibilisent nos clients à qui nous demandons à chacun de porter un masque, et ceci afin d'éviter la maladie. Le port de masque est effectif à plus de 90% à l'intérieur comme aux alentours du marché. C'est le même constat chez les vendeuses de légumes et autres condiments. Ici, la peur gagne du terrain, même si les gestes barrières sont bien respectés. Surtout ñun commerçants yi ñoo gën a jaaxle sax ndax ñun fii ne boo waxee ñu ne commerçant yi si ñun la ëppee yàlla mi mën a aar nag yal na aar ñëpp. décision yi ñu wax daal ñu ngi koy def ñu ngi fagaru daal di ko def daal yàlla baax. À chaque entrée du marché Dior, 2 agents municipaux sont préposés pour veiller au respect du port de masque. Ces derniers ne badinent pas avec les récalcitrants. ñi takk seen kol yi du ñu nangu takk masque bu ñu dugg si biir marché ni génn dem ku nekk takk masque ñëpp takk masque voilà. masque lañ soxla. Pour limiter la propagation du coronavirus, surtout avec la transmission communautaire, des agents municipaux sont déployés pour veiller au respect des mesures édictées. Cependant, l'équation difficile à résoudre constitue la distanciation sociale au niveau des allées et artères du marché Dior des Parcelles Assainies. Donc moo tax képp kuy doomu askan wi war na saxoo di sol masque di saxoo di raxasu di respecter la distanciation sociale. La pandémie de Covid-19 qui coïncide avec le mois de Ramadan plombe les chiffres d'affaires des gérants de PMU. Les parieurs se font désirer. Certains vendeurs craignent même quant à l'avenir de leur secteur. Ismaël Marcel Colli. Avec la propagation rapide du Covid-19, le chiffre d'affaires des vendeurs de PMU a connu une baisse. C'est le cas de ce vendeur trouvé à Taliboumak. Il nous explique. Apparemment, vous avez vu, toute la salle est vide. Avant le Covid, on vendait comme les lundis. On pouvait faire un chiffre d'affaires de 300 ou voire 400 000. Mais pour le moment, jusqu'à présent, je n'ai pas vendu 100 000 francs. Et pratiquement, la course du Sénégal, c'est la plus jouée, c'est déjà parti. Donc ça ne reste que des virtuels. Les paris ne sont pas affectés sur ces courses-là. Donc le Covid a écrasé tous les chiffres d'affaires. On n'a plus de chiffres d'affaires. On n'a plus le pari foot. Les paris, ils nous ont proposé des courses de suite. Les parieurs ne sont pas des renseignements suffisants par rapport à la France. On ne parvient pas à avoir les presses et les chevaux qu'on connaît. C'est pour cela que les chiffres d'affaires sont tombés. On ne parvient plus à vendre ce qu'on vendait auparavant. Même son de cloche chez les autres vendeurs du pari mutuel urbain qui soutiennent que comme les autres secteurs d'activité, le PMU est doublement touché. D'abord par la pandémie, mais aussi par le mois de Ramadan. Pas comme avant, parce que maintenant, presque tout marche au ralenti. Parce que premièrement, il y a le problème du Covid-19. Deuxièmement, presque en période de Ramadan, presque beaucoup de parieurs ne jouent pas au PMU. Ça ne marche pas, vraiment. C'est pas pareil comme avant aussi. Et cela a-t-il un impact sur votre chiffre d'affaires? Si. Le chiffre d'affaires est trop baissé. Non, même avec le GPMI là, c'est qu'acheter 10 000 ou 5 000 francs, acheter 1 000 francs ou bien 300 francs. En tout cas, on est en danger, ça ne marche pas de monde. Vraiment. En cette période de Ramadan qui coïncide avec la pandémie du Covid-19, la plupart des vendeurs de PMU se disent inquiets quant à l'avenir de leur secteur. Parlons éducation. Les écoles et universités seront-elles ouvertes à nouveau le 4 mai? Dans tous les cas, une décision sera prise avant lundi prochain. Les ministères concernés vont soumettre leurs propositions au chef de l'État. La date de réouverture pourrait être maintenue ou encore reportée. Pour le moment, le ministère de l'Éducation nationale ne déroule aucune stratégie de reprise des enseignements qu'on lui prête à travers les réseaux sociaux. C'est totalement faux, selon le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Mohamed Moustapha Diagne, interrogé par Ndeye Hadi Diop. Oui, ce sont des informations qui effectivement ne sont pas fondées. Donc le ministère de l'Éducation nationale a ses canaux officiels par lesquels donc il divulgue des informations destinées aux différents acteurs du système éducatif. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que de telles informations sont véhiculées effectivement dans ces réseaux sociaux. Donc, le ministre de l'Éducation nationale porte à l'attention de l'Éducation nationale et internationale que aucune décision n'a été prise. Le chef de l'État, le président Macky Sall,
lors du Conseil des ministres du 15 janvier 2020, a demandé aux différents ministères sectoriels, c'est-à-dire les ministères en charge de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle, de travailler et de faire des propositions de sortie de pandémie. Alors, ces propositions-là seront soumises au chef de l'État et qui, en relation avec le comité chargé de la lutte contre la pandémie, certainement va prendre une décision avant le 4. Cela veut dire que toutes les hypothèses sont possibles. Donc, les cours peuvent reprendre le 4, les cours peuvent ne pas reprendre le 4, mais tout cela va dépendre de la décision du chef de l'État qui certainement va primer la santé des enfants. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Gestion de la pandémie du Covid-19, la maladie progresse, le plan de riposte est-il efficace et l'urgence sanitaire va-t-elle empêcher la gestion des autres défis de l'heure? Réponse de l'analyse de notre premier invité, Moubarak Lo, économiste interrogé par Isseignan. Monsieur Moubarak Lo, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et aujourd'hui le Sénégal fait face à la pandémie du Covid-19, une crise sanitaire mais également économique, une crise sociale. Aujourd'hui, le plan de riposte est mis en place. Si on devait évaluer à ce stade. Bon, il faut d'abord regarder le volet sanitaire. Je pense que c'est le plus important parce qu'il faut sauver des vies. C'est plus important que tout. Et aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal s'en sort assez bien. Parce que certains avaient estimé qu'on aurait une explosion des cas. La maladie progresse, mais pas de façon inexorable. Et ce n'est pas donc les trajectoires exponentielles qu'on nous avait prédit. Le Sénégal, maintenant, a connu deux phases de la gestion de l'épidémie. Jusqu'au début avril, il fallait gérer ce qu'on appelait les cas importés et leurs contacts. Et le Sénégal était arrivé le 4 avril à fléchir la courbe de la maladie. Donc, il a enregistré à partir de cette date, chaque jour, plus de guéris que de malades nouveaux. Mais on constate que depuis 2 semaines, le pays a, dans une autre étape, maintenant, il y a une augmentation des cas tous les jours et les guérisons ne suivent pas. Et chaque fois que vous faites des tests, systématiquement, vous avez plus de cas. Bon, en moyenne, depuis le début de l'épidémie, chaque fois que le Sénégal fait 100 tests, il y a 6 malades qui émergent des tests. Donc, il y a à peu près un taux de 6%, mais ça concerne les cas et leurs contacts. Il est clair que dans la population en général, notamment les ménages et les personnes qui ne sont pas en contact avec ces cas, le taux serait beaucoup plus faible. Il est clair que dans la société aujourd'hui, le taux d'infection dépasse le taux officiel. Donc, l'heure est venue aujourd'hui d'améliorer sans doute le plan de riposte au niveau sanitaire, donc de mieux connaître les malades, y compris les malades qui ne développent pas la maladie, également d'équiper les postes de santé à la base et les centres de santé et les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces structures qui sont au fond pour lutter contre la maladie. C'est les premiers contacts des malades. Et donc, le Sénégal devrait pouvoir profiter des fonds collectés pour le Covid-19 pour renforcer les structures sanitaires à tous les niveaux. Parce que c'est ça qui permet de garantir la résilience future du pays à la maladie. Justement, concernant cette résilience, l'urgence sanitaire n'empêche pas la planification des besoins futurs, des mesures pour réduire les impacts sur les communautés vulnérables. Je pense notamment aux inondations, il y a la question de l'agriculture. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas également mettre ces questions sur la table des urgences? Oui, il est clair qu'un pays doit savoir gérer la complexité. Ce n'est pas parce que vous avez une crise dans un secteur que vous devez oublier le reste des secteurs. Donc, il faut faire un pilotage global de toutes les urgences nationales. Donc, il faut pouvoir continuer à lutter non seulement contre les autres maladies, parce qu'il y a d'autres maladies que le Covid-19. Vous avez le paludisme, vous avez les maladies non transmissibles. Mais il y a des malades qui souffrent aujourd'hui, il faut prendre soin d'eux. Mais il y a également les autres
urgences au niveau agricole, au niveau climatique, au niveau de l'élevage, au niveau économique. Vu la capacité de nos États avec les limites budgétaires, limites matérielles, l'économie informelle, aujourd'hui, quelles devraient être les stratégies pour ne pas hypothéquer le développement du pays dans ce contexte de crise? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, d'abord, il faut être efficace dans tout ce qu'on fait parce qu'aujourd'hui, vous avez des ressources limitées. Les recettes vont baisser sans doute dans beaucoup de domaines parce que si les entreprises ne travaillent pas, vous n'allez pas avoir des rentrées fiscales. En face, vous avez maintenant des dépenses qui augmentent. Donc, c'est tout l'art de la gestion budgétaire qui est de gérer une situation exceptionnelle. Vous avez moins de ressources, mais plus de dépenses. Il faut donc faire preuve d'ingéniosité, mais également de capacité d'optimiser les dépenses. Il faut réduire les coûts unitaires des dépenses. C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que vous avez vu les débats qui ont été posés sur la place publique, sur les achats publics. L'heure est aujourd'hui, il faut également dépenser mieux. Ensuite, orienter les dépenses vers les biens produits au niveau national, parce que dans une période où vous avez la rareté au niveau international, vous pouvez en profiter pour booster même votre production nationale. Et ensuite, quand vous sortez de la crise, continuez à booster cette production nationale. C'est comme ça que la crise peut servir en vérité pour une nouvelle façon de faire au sein du pays en termes de développement économique et social. Monsieur Moubarak Lo, je vous remercie. Merci beaucoup. Le contradictoire. Des manquements dans le plan mis en place, comment gérer la crise sanitaire sans compromettre les aspects économiques et le développement. Abdou Sané est notre second invité. Il est le président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe. Il est avec Isseignan. Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe, une association reconnue par toutes les grandes organisations, notamment les Nations Unies. Et aujourd'hui, au moment où on parle de cette crise sanitaire liée au Covid-19, comment pouvez-vous évaluer le plan de riposte mis en place au Sénégal? Merci. Donc, le plan de riposte, au moment où nous parlons, il est difficilement évaluable pour deux raisons. Premièrement, d'un point de vue de la sémantique, le plan est dénommé Plan national de contingence. Or, ça n'en est pas un. Ce qu'il y a ici, c'est que c'est un guide qui a été élaboré par l'Organisation mondiale pour la santé et qui est destiné aux pays francophones d'Afrique. Un guide qui est juste à titre indicatif. Il n'a rien à voir avec un plan de contingence national. Le plan de contingence national, pour rappel, il ne s'élabore même pas en période de crise. Il s'élabore avant la crise. Depuis 2000, les Nations Unies, face à la récurrence des catastrophes et de leurs dégâts, a encouragé les États à mettre en place ce qu'on appelle une plateforme nationale. C'est le cas ici. Et cette plateforme nationale au Sénégal, elle est rattachée à la primature. Maintenant, l'inexistence de la primature actuelle au Sénégal crée un vide. Mais la coordination est assurée par la direction de la protection civile, donc le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au moment où il y a un aléa qui peut subvenir, par exemple, le coronavirus est là, cela n'empêche pas aux acteurs de la résilience de songer déjà à d'autres aléas qui sont aussi fréquents. Vous prenez le Sénégal, on était déjà habitué au problème du palu, on était déjà habitué au problème des inondations, on était aussi parfois plus ou moins habitué à tout ce qui a trait à l'insécurité alimentaire. Donc le coronavirus, c'est l'invité surprise qui ne doit pas nous distraire et qui ne doit pas nous empêcher d'avoir cette approche globale et intégrée par rapport à la vision d'ensemble que nous devons avoir et dont la finalité consiste à mettre les Sénégalaises et les Sénégalais à l'abri de tout risque et de toute catastrophe. Ce que l'on note par contre, c'est qu'il y a un grand pilotage à vue. Aujourd'hui, on sait que des mesures urgentes ont été prises pour gérer la crise sanitaire, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour soutenir les communautés vulnérables? Quel plan pour réduire les impacts? Les communautés, ça se prépare. Les communautés ne sont pas en contact direct avec le pouvoir central. Or, à quoi assistons? On assiste simplement à un leadership central qui veut directement parler aux communautés sans intermédiaire. Cela n'est pas possible. C'est ce qui fait que dans les plans nationaux de contingence, le niveau décentralisé est associé au départ, aussi bien dans la conception que dans la mise en œuvre. Mais ici, la conception a été faite à partir du niveau central et maintenant c'est le niveau central qui passe pour pouvoir disséminer ces informations au niveau des communautés. Conséquence, il y a des formes de résistance. À titre d'exemple, si vous prenez l'aspect communication, aux premières heures, lorsqu'on publiait le bilan journalier, on citait la localité concernée. On disait par exemple Ziguinchor, tant de malades, etc. 2-3 jours après, on a dit oui, il y a une forme de réaction négative parce que les villes ne veulent pas être stigmatisées. On a dit maintenant, on va donner les chiffres sans pour autant faire référence à la localité. Troisième étape, on revient, on dit cette fois-ci, non pour faire peur aux gens, désormais quand
il faut préciser Ziguinchor, Touba, Mbacké, etc. Donc vous voyez, l'autre élément aussi c'est la même chose. On demande aux gens de porter des masques. Or, on avait tout le temps de savoir que les masques devaient être portés parce que la crise n'est pas née au Sénégal. Elle est née d'abord en Chine, avant de venir en Europe et de venir en Afrique. Donc on a dû venir. C'était un avantage considérable. Dès les premières heures, on devait déjà porter les masques avant même l'arrivée, n'est-ce pas, du coronavirus. De plus en plus, les communautés sont en train de manifester des formes de résistance, des formes de défiance par rapport à l'autorité. Et c'est ce qui est à l'origine aujourd'hui du fait que malgré l'interdiction des voyages interrégions, n'est-ce pas, les gens sont en train d'utiliser d'autres chemins pour venir. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Celui qui communique, il est à niveau central. Il n'y a pas de proximité entre lui et la communauté n'a pas été responsabilisée. Or, dans le cadre d'un plan national de contingence bien pensé, la communauté est au cœur du dispositif institutionnel. Là, c'est pas le cas, parce que les gens ont décidé de façon aérienne et ils veulent l'appliquer à la base. C'est cette distorsion qui fait que, jusqu'à présent, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, la crise sanitaire est gérée au détriment de l'aspect social et de l'aspect économique. Il y a l'agriculture, les inondations, l'informel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas hypothéquer le potentiel de développement? Le développement, il doit être bien pensé. Nous devons revoir nos démarches. Ensuite, le ministère de la Santé doit comprendre que le mal est parti d'une affaire de santé. Mais l'impact dépasse aujourd'hui le cas de santé pour, n'est-ce pas, toucher pratiquement tous les secteurs. Tous les secteurs de la vie sont pratiquement touchés. Et les conséquences, c'est moins le nombre de morts, alors que le palud tue plus de 100, la tuberculose et les autres maladies virales tuent plus que ça. Le mal à l'origine, lui-même, du point de vue de l'impact social, du point de vue de l'impact économique et du point de vue simplement de la géostratégie, de la géopolitique aujourd'hui, nous sommes exposés davantage à plusieurs choses. Premièrement, nous avons fait comme si toute notre vie se résume simplement à la seule gestion de la pandémie. Les collectivités locales, le pouvoir central, les budgets, les soutiens et l'élaboration des plans de réponse, tout se résume simplement de façon étriquée à un seul élément. Qu'adviendra-t-il par rapport au Sénégal si demain des inondations se produisaient? Qu'adviendra-t-il au Sénégal si demain l'agriculture, au moment où nous parlons, qui n'est pas bien pensée, qui n'est pas encore prise en charge, présente un certain nombre de difficultés? Qu'adviendra-t-il si le palud revient en force parce que qu'est-ce qu'il y a entre temps, les budgets et la mobilisation sont orientés d'un seul côté. Donc nous devons avoir une approche globale, encore une fois, garder la sérénité. Un État doit être serein. Le citoyen peut s'affoler, c'est son droit. Mais l'État doit être serein et se dire qu'il nous faut maîtriser cette pandémie, mais en même temps, me préparer à faire face à d'autres aléas du genre inondation, le palud qui peut venir, la gare qui est corrélée aux inondations, à de mauvaises récoltes par exemple. Donc, si on veut maintenant assurer un développement durable, c'est cette approche intégrée, c'est cette approche globale, bien pensée, bien soutenue, qui pourrait plus ou moins être la réponse radicale et mettre le Sénégal à l'abri de tout risque de catastrophe. Abdou Sané, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes. Tout de suite, place au journal de la santé avec Nehadi Diop. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est à Rufisque où le ministre Ismaël Madior Fall a offert au mouvement citoyen Tëngéej bu Bees un lot de 10 000 masques de production locale. Il répond ainsi à l'appel du mouvement Un Rufisquois, un masque. C'est aussi en soutien à l'artisanat qui traverse des moments très difficiles à cause du coronavirus. Mambinta Sissé, collaboratrice représentante du ministre Ismaël Madior Fall. Le mouvement Rufisquois Tëngéej bu Bees a lancé un appel, un Rufisquois, un masque, que voici sur le t-shirt. Et le ministre a été sensible à cet appel-là et a répondu en offrant au mouvement 10 000 masques, je pense d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Parce que depuis 3 semaines, on se dit qu'il faut porter les masques et que finalement, c'est quelque chose qui se transmet par la respiration, par des gouttelettes respiratoires. Je pense que la meilleure arme pour l'instant, c'est de porter un masque pour se prémunir et en même temps pour protéger les siens. Donc le ministre l'a compris très tôt et a pris les dispositions idoines pour qu'on puisse lancer l'économie locale qui était en fort ralentissement. Donc dans ces cas-là, les tailleurs aussi souffraient de cette situation-là. Et nous avons d'une pierre deux coups voulu en même temps faire travailler
l'artisanat local. Et les masques, il y en a de différentes catégories. Tous ces masques-là sont lavables, supportent les produits détergents, mais qui répondent parfaitement aux normes sanitaires. Un élan de solidarité vis-à-vis des Rufisquois et du secteur informel, magnifié par le porte-parole du mouvement Tëngéej bu bees, Badou Diack. C'est un geste que le mouvement Tëngéej bu bees, qui est un mouvement de jeunes Rufisquois, salue ce geste citoyen du ministre d'État Ismaël Madior Fall. Un geste citoyen, mais également sanitaire, social et aussi économique. Donc c'est un geste qu'on salue à sa juste valeur, parce que tout simplement, il vient à son heure. Donc c'est un citoyen qui a répondu à un appel citoyen, donc d'où le volet citoyen. Social, parce que tout simplement, nous sommes dans un cas de crise sociale. Donc solidaire, pourquoi? Parce qu'aussi, il y a cet élan de solidarité auquel il a répondu. Ces masques qui sont commandés au niveau des tailleurs, donc de Rufisque, va permettre de revigorer un peu l'activité économique de ces tailleurs qui, comme vous le savez, également ont connu une crise économique. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la pandémie a frappé beaucoup de secteurs, parmi lesquels le secteur informel. Toutes ces réactions ont été recueillies par Denisia Sambou. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Prise en charge des patients du Covid-19, le système a été monopolisé par le public alors que le privé représente 40% des activités médicales. Le médecin-chef de Souma Assistance alerte. Parmi les personnes en quarantaine dans les hôtels sans personnel médical, il y a des malades d'autres pathologies qui devraient être suivies. À Sédhiou, la présence de citoyens de retour clandestin à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziguinchor est régulièrement signalé. Le cas du marabout prêcheur testé positif soulève beaucoup de questions avec ses déplacements entre 4 communes différentes sans autorisation spéciale. Au marché Dior des Parcelles Assainies, l'accès reste interdit à toute personne qui ne porte pas de masque. Pour le respect strict des gestes barrières, des agents municipaux veillent au grain sans complaisance. Le contradictoire et Info Santé ont mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio.